Dans les années 1960, Bob Crane vivait un rêve. Il avait un sourire parfait, un timing impeccable et la réputation d'être l'un des hommes les plus sympathiques du show business. Le public est tombé amoureux de lui dans le rôle du colonel Robert Hogan, le chef astucieux et charismatique de Hogan's Heroes, une sitcom se déroulant dans un camp de prisonniers de guerre allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le concept était étrange, voire risqué, mais Bob Crane l'a fait fonctionner. Avec son esprit vif et son charme indéniable, il a transformé l'émission en un phénomène culturel. Avant de devenir une star de la télévision, Crane s'était déjà fait un nom à la radio. Il était connu comme l'homme aux 1000 voix à Los Angeles, animant une émission matinale très populaire qui mélangeait des interviews de célébrités, des performances de batterie et des sketchs comiques rapides. Il était considéré comme un maître de l'improvisation et sa confiance naturelle a fait un favori parmi l'élite hollywoodienne. Même Walt Disney l'a un jour qualifié d'esprit le plus vif de l'Ouest. Lorsque Hogan's Heroes a été diffusé pour la première fois en 1965, Bob Crane est rapidement devenu un nom familier. L'émission a duré 6 saisons et a attiré des millions de téléspectateurs. Crane a été nominé pour 2 Emmy Awards et son visage était partout, des panneaux d'affichage aux boîtes à lunch. Il avait ce dont de nombreux acteurs ne faisaient que rêver, de l'argent, de la reconnaissance et un contrôle créatif. Pour le monde extérieur, Bob Crane surfait sur une vague de succès imparable. Mais sous cette surface lisse, quelque chose de plus sombre commençait à se former. Ceux qui travaillaient étroite collaboration avec lui ont remarqué des changements subtils. Ses relations sont devenues plus tendues. Son besoin d'excitation a commencé à se traduire par un comportement risqué. Et pourtant, rien de tout cela n'a fait la une des journaux. Pas encore, du moins. Parce que pendant que Bob Crane faisait rire les gens devant la caméra, hors caméra, il sombrait dans quelque chose de bien plus troublant, quelque chose qu'il pensait pouvoir garder caché à jamais. Mais cela allait bientôt changer. Alors que Hogan's Heroes grimpait dans les classements, Bob Crane construisait une seconde vie que personne sur le plateau n'a jamais vue. Pour le public, il était l'affable colonel Hogan faisant des blagues et déjouant l'ennemi avec un sourire. Mais lorsque les caméras s'arrêtèrent de tourner, Crane poursuivait quelque chose de très différent. Derrière des portes closes, il avait développé une obsession. Une obsession qui non seulement ferait dérailler sa carrière, mais jetterait une ombre permanente sur son héritage. Tout a commencé subtilement. Alors qu'il animait encore des émissions de radio à Los Angeles, Crane a développé une fascination pour la photographie, mais pas seulement pour les photos d'art ou les portraits. Il s'est intéressé à filmer ses rencontres privées avec des femmes. Certaines étaient des aventures brèves, d'autres des relations. Beaucoup de ces femmes ne savaient même pas qu'elles étaient enregistrées. Et pour Bob Crane, la caméra n'était pas qu'un accessoire, elle est devenue la pièce maîtresse de sa vie hors caméra. Puis est arrivé John Henry Carpenter, un vendeur et technicien d'équipements vidéo qui travaillait avec les grands studios de télévision. Crane et Carpenter se sont rencontrés au milieu des années 1960 et se sont rapidement liés d'amitié grâce à leur intérêt commun pour la photographie et les nouvelles technologies vidéo. Mais Carpenter a apporté plus que du simple équipement. Il a présenté à Crane de nouveaux gadgets, lui a donné accès à des installations hôtelières et, selon plusieurs témoignages, a activement aidé à organiser des rencontres avec des femmes. Les deux hommes sont devenus inséparables, voyageant souvent ensemble, séjournant dans les mêmes hôtels et documentant ce qui se passait derrière ces portes. Alors que certaines connaissances pensaient qu'il s'agissait simplement d'un amusement inoffensif entre deux célibataires, d'autres étaient troublés. Le charisme de Crane masquait quelque chose de bien plus compulsif. Il vivait 2 vies entièrement séparées et les frontières entre elles commençaient à s'estomper. Alors que la dépendance de Crane s'intensifiait, la pression sur sa vie personnelle augmentait également. Son mariage s'est effondré, sa réputation professionnelle a commencé à souffrir, ses costards ont décrit un homme de plus distrait, de plus erratique et obsédé par le fait de filmer tous les aspects de ses escapades privées. Mais Crane a insisté sur le fait que tout était sous contrôle. Puis, 1978
Alors qu'il essayait de reconstruire sa vie avec du travail scénique et un second mariage, Bob Crane a été retrouvé battu à mort dans son appartement. La pièce ne montrait aucun signe d'effraction. Rien n'a été volé et la seule autre personne ayant un accès régulier à cet appartement était John Carpenter, mais ce n'était que le début. 29 juin 1978, Scottsdale, Arizona. La macabre découverte a eu lieu début d'après-midi lorsqu'un collègue du théâtre n'a pas pu joindre Bob Crane par téléphone. Il est allé le voir au Winfield Place Apartments où Crane séjournait pendant une représentation de Beginner's Luck. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur de l'unité 132A allait devenir l'une des scènes de crime les plus déroutantes et troublantes de l'histoire d'Hollywood. Bob Crane gisait immobile dans son lit. L'arme utilisée avait laissé de profondes lacérations dans son crâne, trop puissantes, trop personnelles. Il avait été frappé à plusieurs reprises, probablement pendant son sommeil, et un cordon électrique tordu était lâchement noué autour de son cou. Mais étrangement, rien d'autre dans la pièce n'a été dérangé. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Aucun objet de valeur ne manquait, aucune preuve d'un vol qui a mal tourné. Ce que les enquêteurs ont trouvé, cependant, a immédiatement soulevé des drapeaux rouges, des caméras vidéo, des trépieds, des câbles, des cassettes, des dizaines d'entre eux, et tous décrivant la vie privée de Crane dans les moindres détails. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une effraction aléatoire. Celui qui avait fait ça le connaissait ses habitudes et l'observait peut-être même. Il n'y avait pas de blessures défensives, ce qui suggérait que Bob était soit endormi, soit qu'il faisait suffisamment confiance à la personne pour la laisser entrer sans hésitation. L'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant était John Carpenter, qui était venu de Los Angeles pour rendre visite à Crane quelques jours plus tôt. Les deux hommes avaient dîné ensemble la veille du meurtre. Ils avaient même regardé certaines de leurs vidéos personnelles ensemble. Selon Carpenter, tout semblait bien quand il est parti, mais la police de Scottsdale n'était pas si sûre. Ils ont immédiatement considéré Carpenter comme une personne digne d'intérêt. Il avait un accès. Il avait un motif, de la jalousie, du ressentiment, peut-être quelque chose de plus profond. Et le plus accablant de tout, un témoin a affirmé que Crane avait essayé de mettre fin à leur amitié quelques jours avant sa mort. Les enquêteurs ont emmené Carpenter pour l'interroger, mais sans armes, sans empreinte digitale et sans chronologie claire, l'affaire a piétiné. La seule preuve tangible reliant Carpenter à la scène du crime provenait de quelque chose de presque invisible, de petites traces trouvées dans une voiture de location, et pourtant, cela ne deviendrait clair que près de 2 décennies plus tard, car pendant des années, l'affaire est restée non résolue. Les cassettes ont été rangées, les dossiers ont été classés et sont devenus une autre tragédie hollywoodienne non résolue jusqu'à ce que les nouvelles technologies et un deuxième examen de cette voiture changent tout. John Henry Carpenter n'était pas un étranger tapi dans l'ombre, il était un ami proche de Bob Crane, peut-être son plus proche. Les deux hommes avaient de passer des années à voyager ensemble, à filmer ensemble, à vivre un style de vie que peu de personnes dans le cercle intime de Crane comprenaient vraiment. Mais lorsque la police a commencé à éplucher les couches, le nom de Carpenter revenait sans cesse et plus il cherchait, plus il trouvait des raisons de se méfier. Carpenter travaillait pour Sony, fournissant les nouvelles technologies vidéo aux stars de la télévision. Grâce à ce rôle, il est devenu l'homme qui a aidé Bob Crane à tout documenter. Mais leur lien, autrefois ancré dans une obsession commune, avait commencé à se briser. Crane aurait assez de cet arrangement. Il voulait changer, se caser, il s'était récemment remarié et tentait de se distancer du mode de vie qu'il avait consumé pendant si longtemps. Plusieurs amis se sont souvenus plus tard que Crane avait dit à Carpenter que leur amitié était terminée. Cette révélation a pris un nouveau poids lorsque les enquêteurs ont examiné le voyage de Carpenter à Scottsdale. Il s'était envolé pour passer du temps avec Crane, avait séjourné à proximité et avait été vu à plusieurs reprises dans les jours précédents. La nuit avant la mort de Crane, ils ont dîné ensemble. Ils sont retournés à l'appartement de Crane, ils ont regardé des cassettes,
Puis, selon Carpenter, il est retourné à son propre motel, mais il y avait des problèmes avec son histoire. Premièrement, un employé de l'hôtel se souvenait avoir vu Carpenter revenir tard, beaucoup plus tard qu'il ne l'avait affirmé. Ensuite, il y avait la voiture de location. La police a trouvé une petite tache sur la porte du passager. À l'intérieur de la voiture, ils ont découvert des fragments de tissu. Petits mais potentiellement cruciaux. Et Carpenter n'a pas pu expliquer comment ils étaient arrivés là. Pourtant, 1978, les outils médico-légaux étaient limités. Il n'y avait aucun moyen de faire correspondre définitivement le matériel biologique à Bob Crane. Et malgré les soupçons croissants, aucune accusation n'a été portée. Les preuves étaient circonstancielles. Aucune arme du crime n'a été trouvée. Aucune empreinte digitale n'a lié Carpenter à la scène, il a donc été libéré. Mais il ne s'est pas éloigné des projecteurs. Carpenter a donné des interviews, a tout nié et a affirmé que toute la situation était déformée par des sensationnalistes. Au tribunal de l'opinion publique, cependant, il était déjà coupable. Son nom serait à jamais lié à la mort de Crane. Ce que les enquêteurs ne savaient pas à l'époque, c'est que la science allait bientôt rattraper son retard. Et quand ce serait le cas, l'affaire reviendrait force à la une des journaux. Au début des années 1990, le meurtre de Bob Crane était devenu une histoire de fantôme dans les cercles hollywoodiens, une affaire glaçante et non résolue qui laissait plus de questions que de réponses. Mais à Scottsdale, la police ne l'a jamais laissé tomber. Ils savaient que quelque chose avait été manqué. Et avec les progrès de la science forensique qui rattrapaient enfin leur retard, ils ont vu une opportunité de revoir les preuves qui les hantaient depuis des années. Au centre de leur enquête renouvelée se trouvait un objet, la voiture de location que John Carpenter avait utilisée pendant son séjour Arizona. 1978, les détectives avaient prélevé du matériel biologique à l'intérieur du véhicule. De petites quantités de tissu et une légère tache de sang. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de déterminer d'où cela venait. Mais maintenant, près de 2 décennies plus tard, le département a fait appel à des experts d'un nouveau domaine, l'analyse de l'ADN. Les résultats n'étaient pas clairs comme de l'eau de roche, mais ils étaient suffisamment suggestifs pour rouvrir l'affaire. Une correspondance partielle de l'ADN indiquait que les fragments de tissu pouvaient très probablement provenir de Bob Crane. Et bien que ce ne soit pas l'arme du crime que les procureurs espéraient, c'était suffisant pour remettre John Carpenter sous les projecteurs. Cette fois tant que défendeur, juin 1995, Carpenter a été arrêté et accusé du meurtre de Bob Crane. La nouvelle a envoyé des ondes de choc dans le monde du divertissement. Pendant des années, Carpenter avait réussi à vivre dans une obscurité relative. Maintenant, des journalistes campaient devant sa maison, fouillaient son passé et étalaient son visage dans tous les tabloïds du pays. L'affaire était un cauchemar pour les procureurs, il n'y avait aucun témoin oculaire, l'arme du crime n'avait jamais été retrouvée, les preuves ADN, bien que convaincantes, n'étaient pas concluantes. Et comme la scène de crime d'origine avait été contaminée et mal conservée, il n'y avait pas de chaîne de possession claire pour la plupart des preuves matérielles. Pourtant, les procureurs ont continué. Ils croyaient que le motif était la clé. La jalousie de Carpenter, son rejet par Crane et son possible désespoir, alors que son accès au monde de Crane commençait à disparaître. Ils ont fait valoir que Carpenter, se sentant rejeté et humilié, avait frappé dans un accès de rage. La défense, cependant, a dressé un tableau différent. Ils ont affirmé que les preuves étaient fragiles, que l'ADN était beaucoup trop dégradé pour être fiable et que le motif était purement spéculatif. Dans la salle d'audience, le procès s'est déroulé comme un drame télévisé. L'accusation a montré des photos graphiques, a diffusé l'audio des enregistrements privés de Crane et a mis à nu la double vie étrange qu'il avait menée. Mais ce faisant, ils ont également révélé quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, toute l'étendue des obsessions secrètes de Crane. Le jury ne se demandait pas seulement si Carpenter était coupable. Il leur était demandé de patauger dans un réseau de dépendance, d'exploitation et de trahison. 1995, après des semaines de témoignages, le jury est parvenu à une décision. John Carpenter a été acquitté. L'affaire est redevenue non résolue.
Mais une personne n'était pas prête à la laisser tomber. Alors que les lumières de la salle d'audience s'éteignaient et que les gros titres s'estompaient, une personne a refusé de passer à autre chose. Le fils aîné de Bob Crane, Robert Crane Jr., avait grandi regardant son père divertir des millions de personnes, puis avait vu cette image se briser. Le meurtre, les cassettes, le procès, tout cela avait été un spectacle public, mais pour Robert, c'était personnel et il n'était pas convaincu que l'histoire était terminée. Dans les années qui ont suivi l'acquittement, Robert a commencé sa propre recherche de réponses. Il a examiné d'anciens dossiers de police, a parlé avec des enquêteurs et a revu les personnes qui avaient le mieux connu son père. Ce qu'il a trouvé l'a troublé. Une manipulation négligente des preuves, des calendriers qui manquaient, des détails cruciaux qui ont été négligés ou ignorés. Et surtout, il est resté hanté par l'homme qui avait autrefois appelé son père son meilleur ami, John Carpenter. Pour Robert, Carpenter était plus qu'un simple suspect, il était le dernier maillon d'une chaîne de secrets et de manipulation qui avait tout pris à leur famille. Dans des interviews, Robert était direct. Il croyait que Carpenter était coupable, quoi qu'ait dit le jury. Et il croyait que le système judiciaire avait échoué. Mais la mission de Robert n'était pas seulement de blâmer, il s'agissait de reprendre l'histoire de qui était vraiment Bob Crane. 2015, il a publié un mémoire, Crane, Sex, Celebrity and My Father's Unsolved Murder, dans lequel il racontait non seulement l'histoire du crime, mais aussi celle de l'homme derrière le sourire. Un homme complexe, un homme imparfait, quelqu'un qui, sous le charme et l'humour, combattait des démons que peu de gens ont jamais vus. Robert a parlé franchement des dépendances de son père, de ses compulsions et de la façon dont la célébrité avait créé une illusion qui s'est lentement défaite. Il n'a pas édulcoré les choses, mais il a offert quelque chose qui manquait dans tous les articles de presse et les tabloïds. Bob Crane avait essayé de se sortir de ce monde, il avait essayé de changer, il avait même pris des mesures pour couper les ponts avec Carpenter quelques jours avant sa mort. Et ce détail, qui provenait d'une lettre privée que Bob avait écrite peu avant d'être tué, hantait Robert plus que n'importe quelle photographie ou transcription de salle d'audience. Il brossait un tableau émotionnel clair. Bob Crane n'a pas seulement été assassiné, il a été trahi. Robert a passé des décennies à essayer de donner un sens à tout cela, mais peu importe ce qu'il a découvert, une vérité est restée. Le système judiciaire avait laissé tomber son père, et le monde ne connaîtra probablement jamais toute la vérité. Mais ce qui troublait le plus Robert, ce n'était pas le mystère de savoir qui avait fait cela. C'était la facilité avec laquelle le monde était passé à autre chose. Le public qui adorait autrefois Bob Crane s'était détourné quand les choses sont devenues compliquées. Il se souvenait du scandale, pas du talent. Il se souvenait du procès, pas des années de rires et de créativité qui l'ont précédé. Et ainsi, Robert Crane Jr. a fait ce que les tribunaux ne pouvaient pas faire. Il a raconté toute l'histoire, laide, non filtrée et humaine. L'histoire de Bob Crane est souvent réduite à des gros titres et à des spéculations. Une star de la télévision avec un sombre secret, une mort mystérieuse, un ami devenu suspect. Mais la vérité est bien plus troublante et bien plus humaine. Sa vie n'a pas été une simple ascension et chute. C'était un lent dénouement enchevêtré dans la solitude, la dépendance et le poids insupportable de la célébrité. Crane avait passé des années à faire rire les gens. Il était la pièce maîtresse d'une émission à succès, l'âme de chaque pièce dans laquelle il entrait. Mais lorsque les caméras s'arrêtaient, il était quelqu'un d'autre complètement. Dehors de la scène, il luttait contre une dépendance qui consumait sa vie personnelle et brouillait toutes les frontières. Les frontières entre l'intimité et la performance, entre l'amitié et l'exploitation, sont devenues de plus difficiles à définir. Et au moment où il a essayé de s'échapper, il était déjà trop tard. Ce qui rend son histoire particulièrement tragique, c'est la façon dont elle a été mémorisée. Pour beaucoup, Bob Crane n'est pas le brillant improvisateur ou l'acteur nominé aux Emmy Awards, il est l'homme des gros titres, des cassettes, du meurtre non résolu, des décennies de dur labeur et de rire ont été étouffées par le scandale. Et comme son affaire n'a jamais été résolue, elle est devenue une sorte de spectacle.
quelque chose dont les gens chuchotaient, spéculaient et finalement oubliaient. Même son héritage professionnel a souffert. Hogan's Heroes, autrefois l'une des émissions les plus populaires aux États-Unis, est rarement mentionnée sans une note de bas de page sur la mort de Crane. Les réalisateurs évitaient de parler de son nom. Les chaînes ont discrètement cessé de rediffuser ces épisodes. C'était comme si Hollywood lui-même voulait l'enterrer avec l'affaire, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il ne voulait pas regarder de trop près ce que sa vie révélait. L'histoire de Bob Crane a forcé l'industrie du divertissement à affronter quelque chose d'inconfortable. Que sous les projecteurs et les applaudissements, de nombreux artistes se défont silencieusement. Crane n'était pas seul dans ses luttes. Il était juste celui qui s'est retrouvé pris au milieu d'eux. La célébrité lui avait tout donné, mais elle a également créé une illusion qui l'a laissé isolé. Ses habitudes les plus sombres ont été facilitées, ses appels à l'aide ignorés et ses derniers instants sont restés sans réponse. Aujourd'hui encore, lorsque des podcasts criminels reviennent sur l'histoire ou que des émissions spéciales télévisées la ramènent sous les projecteurs, ils se concentrent sur le « qui l'a fait ». Mais la vraie question n'est pas seulement de savoir qui a tué Bob Crane, c'est pourquoi il était vulnérable premier lieu, pourquoi quelqu'un d'aussi admiré et réussi était aussi profondément perdu et pourquoi, à la fin, personne n'est intervenu avant qu'il ne soit trop tard. Le mystère Bob Crane ne sera peut-être jamais résolu devant les tribunaux. Mais dans les pages calmes du livre de son fils, dans les dossiers des détectives persistants et dans les questions qui persistent dans l'esprit des fans, il y a une vérité différente. Une vérité qui expose non seulement un tueur, mais un système qui n'a pas vu les signaux d'alarme. Bob Crane n'était pas seulement le visage souriant d'une sitcom classique, c'était un homme qui luttait pour réconcilier qui il était avec qui le monde voulait qu'il soit. À l'écran, il jouait le héros. Hors écran, il est tombé dans un monde plus sombre et plus isolant que quiconque autour de lui ne pouvait pleinement le saisir. Sa mort soudaine et brutale a choqué une nation, mais elle a également révélé à quel point nous connaissons peu les personnes que nous admirons. Pendant des décennies, le mystère entourant son meurtre a éclipsé tout le reste, et à mesure que l'affaire se refroidissait, il allait de même pour le souvenir que le public avait de son talent, de son esprit et du charme, qui avait autrefois fait de lui l'une des stars les plus brillantes de la télévision. L'attention s'est entièrement portée sur le scandale, sur les cassettes, sur le procès, sur les questions sans réponse qui ont tenu les gens à haleine. Mais sous cette intrigue se cachait un homme qui a perdu le contrôle et qui a payé le prix ultime pour une vie qui a sombré dans le silence. Aujourd'hui encore, le nom de Bob Crane suscite la curiosité, mais rarement la compassion. Il est devenu un symbole de tragédie non résolue, de honte privée rendue publique. Pourtant, son histoire ne se limite pas à ce qui s'est passé dans cet appartement de Scottsdale. Il s'agit des signaux d'alarme ignorés, des luttes cachées derrière la célébrité et des conséquences du fait de fermer les yeux. La justice n'a jamais été rendue devant les tribunaux. Mais peut-être que nous souvenant de lui dans sa totalité, pas seulement comme un titre, pas seulement comme une victime, nous pouvons commencer à voir le véritable héritage que Bob Crane a laissé derrière lui. Un héritage qui exige que nous regardions plus profondément, que nous posions des questions plus difficiles et que nous ne supposions jamais que nous connaissons quelqu'un simplement parce que nous le voyons sourire sur un écran.